Bonjour, Mireille, chef d'entreprise, présidente du Conseil international représentatif des biculturels francophones et francophiles. Je vous invite à nous rejoindre. Bienvenue chez vous. Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien et on est content de vous retrouver ici. N'hésitez pas tout de suite à aller sur les réseaux sociaux, taper bienvenue chez vous et laisser un commentaire. On a besoin de vous, chers téléspectateurs, c'est pour vous qu'on fait tout ça. Alors, je suis pas seule aujourd'hui, nous sommes accompagnés, Mireille et moi, vous l'avez vu en introduction, des chroniqueurs. Ils sont trois, Baba, Radim, ainsi que Colombe. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs et surtout chers chroniqueurs. Oui. Alors aujourd'hui, vous nous proposez quoi? Qu'est-ce que vous proposez à notre invité, Mireille Mouélé? Alors, bonsoir Aïssatou, bonsoir Mireille, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et merci encore une fois d'être fidèles à votre émission. Bienvenue chez vous. Alors Aïssatou, ce soir, nous allons parler du téléphone portable. Et oui, nous nous sommes posé la question à savoir, est-ce que le téléphone portable peut être une bombe dans les familles ou dans les couples? Donc, on va parler de ça tout à l'heure et j'espère que ça va faire réagir. Ça va forcément faire réagir parce que c'est un sujet d'actualité. On est tous concernés, on est tous accros presque même. Allez, on continue avec Colombe. Colombe, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeune étudiant qui a trouvé une nouvelle technologie qui va révolutionner le monde de la communication, surtout en Afrique, je pense. Très bien, le monde de la communication, avec grand plaisir. On continue avec Babaden, notre coach en développement. Oui, alors bonsoir à tous. Aujourd'hui, en termes de développement personnel, je vais parler de la détermination. Détermination à avoir pour un objectif et je vais partir de l'histoire d'un migrant qui a traversé le désert. Et son histoire est touchante pour savoir avoir un objectif après une détermination. Très bien, ok, c'est important. C'est très important. Voilà le programme du jour. Vous avez tout, entrée, plat, dessert et une petite cerise sur le gâteau qui vous attend. Allez, on reprend avec notre invitée spéciale. Elle s'appelle Mireille Mouélé. Et quel parcours vous allez le découvrir ici même sur Bienvenue chez vous. Alors Mireille, encore une fois, bienvenue et je pense qu'on peut l'applaudir. Hein. Alors, présidente, elle a plusieurs casquettes et on va décortiquer les principales casquettes. En tout cas, voilà, on n'a qu'une heure d'émission, on ne peut pas faire plus malheureusement. Mais on va commencer tout de suite par la casquette de présidente du Conseil international représentatif des biculturels francophones et francophiles. Alors, c'est quoi exactement? C'est vrai que j'en entends souvent parler, mais à quoi correspond ce conseil, ce groupement, cette institution? Le vecteur commun, c'est la langue française. La langue française déclinée, qui dit langue, dit mode d'expression. Et qui regroupe effectivement des talents d'excellence. Donc vous pouvez être femme de ménage et aimer votre métier, et c'est ce qui nous rend agréable quand on va dans un lieu. Comme vous pouvez être une personne, comme Baba l'a décrit, il va présenter tout à l'heure une personne qui a traversé le désert et qui est excellent. Et ça regroupe ces communautés d'individus des 5 continents par corporation. Voilà, donc c'est une association qui est apolitique, agdogmatique. Nous avons pour but et vocation de mettre de nouveaux paradigmes et aussi d'évoquer le statut des francophiles, parce qu'on parle beaucoup de francophonie, mais pas de francophilie. D'accord. Et c'est quoi la différence? Le francophone, c'est dont la langue est institutionnelle. Francophile, je vais donner un exemple très pertinent, c'est que vous avez la 3e génération des Asiatiques qui aiment beaucoup le français. Qui parlent le français, mais ce n'est pas leur langue d'État. D'accord. Voilà, francophone, francophile. Et donc, vous les réunissez dans ce conseil-là. Oui. Et qu'est-ce que vous faites finalement? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous offrez? Par exemple, moi, Aïssatou, je souhaite rejoindre ce conseil. Qu'est-ce que vous allez m'apporter? On s'apporte mutuellement. C'est-à-dire quelles sont les missions du Conseil? Je suppose que vous avez des missions, des objectifs. Oui, nous avons plusieurs objectifs. Nous avons surtout de faire changer le monde, et comme je l'ai dit, de changer par de nouveaux paradigmes, d'associer effectivement toutes ces intelligences
tous ces corps de métier et d'en faire une plateforme universelle. Voilà. Aujourd'hui, nous avons élaboré un programme qui a mis 2 ans de gestation. C'est un programme qui est de la fourche à la fourchette, l'entrepreneuriat formel, l'entrepreneuriat raisonné au féminin. D'accord. Dont le programme intègre l'agenda 2030, les 17 objectifs du développement durable, l'agenda 2063, parce que l'agenda 2063 est plus complet que l'agenda 2030. Et c'est un projet qui est déjà publicité par plusieurs États africains, parce que le pilotage va être lancé dans un pays africain. Et c'est un projet qui comprend tous les ministères d'un État. Très bien. Parce que dedans, il y a la gastronomie, il y a la lutte contre la paupérisation, il y a les femmes ambassadrices, il y a de la paix et autres. Il y a aussi transformer les métiers formels en métiers informels par le biais de la gastronomie, parce que les gens oublient que la première entreprise de l'humanité, c'est l'agriculture, et que le premier métier d'une femme, c'est les arts culinaires. D'accord. Il y a combien de nationalités qui sont représentées dans ce conseil? Toutes les nationalités sont représentées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes combien de membres? Est-ce que, je ne sais pas, on vous retrouve dans tous les continents? On nous retrouve dans tous les continents. On nous retrouve aussi dans les organisations mondiales et institutionnelles. On nous retrouve... nous sommes connus partout déjà. C'est plus simple de le dire comme ça. D'accord. Voilà. Oui. Donc, un grand conseil qui a été... La seule étape où nous n'avons pas encore eu le temps de nous rendre, parce que la proposition nous a été faite par une ambassadrice et de nous emmener aux Nations Unies. D'accord. Voilà. Mais sinon, le reste, nous sommes connus dans toutes les organisations internationales et mondiales que vous connaissez aujourd'hui. Et d'autres que vous ne connaissez pas en plus. En plus. Oui. Parce qu'on parle aussi beaucoup certaines, Mais il y en a d'autres qui pas. travaillent aussi. Oui. Et je le répète, donc le CIRBIF a été fondé par Mireille Mollet, que nous avons ici même sur le plateau de Bienvenue chez vous. Voilà. Exactement. Comme elle a dit, tout ce qui était impossible, elle l'a fait. Je l'ai fait. Aujourd'hui, elle va nous le prouver. Alors, on continue. Allez, par exemple, là, vous avez suscité l'envie de tout le monde, de tous les francophones et de tous les francophiles de rejoindre ce conseil-là. Comment on fait? Vous demandez à adhérer, c'est une adhésion qui est morale. Aujourd'hui, nous n'avons pas demandé de cotisation numéraire, mais bien entendu, il faut que ça sera à validation du conseil d'administration Sur quels critères? interne. D'accord, donc les critères ne sont pas dévoilés, c'est-à-dire que... Non. Donc, ok, très bien. Comment ça Parce se passe? que J'envoie c'est, mon CV, j'envoie quoi? Une note? Non, vous n'envoyez pas votre CV parce que comme il s'agit d'une organisation non gouvernementale et donc à statut public, les gens oublient que comme en politique, quand on leur demande d'envoyer leur profession de foi et leur CV, ce n'est pas leur CV de la société civile, c'est ces états de service. Donc c'est en fait, si vous êtes engagé dans l'associatif ou autre, c'est ce qu'on demande. Et ce qu'on demande aussi, c'est une lettre, non pas une lettre de motivation, mais on demande pourquoi vous voudriez entrer au CRB2F, quelle est votre vision et comment vous voyez le faire grandir, quelle est votre participation. D'accord, très bien. Quoi qu'il en soit, c'est la base, c'est-à-dire pour pouvoir développer ensemble, Exact. il faut avoir une volonté. Parce que si la personne veut intégrer, oui. ça veut dire que c'est un maillon de la chaîne. Tout à fait. Donc il faut savoir s'il va bien se serrer avec les autres. On est d'accord. C'est une chaîne d'union. Hein. Très bien. Donc n'hésitez pas à aller, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, sur Oui, votre site internet. nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Le site internet doit être refondé, donc pour le moment, il n'y a pas le site internet. D'accord, donc Il n'y a les plus. réseaux sociaux CIRBIF, donc Oui. CIRBF. CIRBFF, ou sinon vous le trouvez sur Franco. Alors, il est sur LinkedIn, sur CIRBFF biculturel, sur Instagram, sur Francophonie. Quoi qu'il en soit, on va retrouver, voilà. vous tapez CIRBIF et vous allez avoir toutes les informations. Oui. Et sinon, quelle est la différence entre votre conseil et la francophonie? Parce que quand on dit l'organisation internationale... La francophonie, alors, puisque vous me posez la question, j'ai participé au sommet de la Oui, francophonie. bien sûr. Je sais Où j'ai fait le direct et puis où je recevais tous les griefs Bah oui. en prévision de l'élection de la secrétaire générale. Et on me dit, elle n'a pas le droit, ils ne sont pas francophones et tout.
Après, on est francophone par filiation ou on est francophone par intérêt ou par amour. Tout comme cette structure s'appelle les biculturels et elle ne s'appelle pas les binationaux. Parce que si on dit binationaux, ça touche à la nationalité, ça touche aux accords de Vienne, etc. Ce qui est très sensible parce que c'est la souveraineté des États. Mais si vous êtes biculturel, vous pouvez l'être par filiation ou vous pouvez l'être par amour ou par intérêt de développement de cette langue. Très bien. D'accord. Et donc finalement, qu'est-ce qui vous diffère de Ce qui me diffère, c'est que moi, je m'occupe de la francophonie avec le F minuscule et que l'OIF s'occupe de la francophonie avec le F majuscule. Ce qui fait que l'OIF est une institution. Tout à fait. Comme on a critiqué que la méthode d'élection de la présidente et la secrétaire générale, et ce que j'avais répondu aux gens, moi j'utilise très souvent un slogan, c'est comme je défends la francophonie, je ne vais pas dire le hashtag, donc je vais dire le dièse. Donc je défends le dièse, connais ton histoire. Parce que j'ai dit qui a créé la francophonie? Ce sont 4 chantres, 3 de l'Afrique et 1 du Cambodge. Ces chantres-là étaient qui? C'était des chefs d'État. Donc c'est institutionnel. La francophonie, c'est 87, je crois, États membres aujourd'hui. J'ai dit, mais les francophones, avec le F minuscule, c'est l'individu. Et c'est ce que défend mon organisation. Et l'individu, aujourd'hui, nous sommes 3 500 000. Très bien. Donc avec 87 États, je ne sais pas. Voilà. Voilà, elle est avec nous, Mireille Mouélé, énormément de casquettes, présidente du CIRBIF, Conseil international représentatif des biculturels francophones et francophones, mais pas que. Et oui, il y a encore plein d'autres choses à découvrir sur cette grande dame. Mais tout de suite, place à notre ami Radim. Et oui, Radim nous parle de la place grandissante qu'occupent les téléphones portables à la maison. Tout à fait. On va parler du téléphone portable, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Alors, on s'est posé la question à savoir, est-ce que c'est une bombe aujourd'hui pour les familles et pour les couples? Donc, la première vidéo, elle va parler déjà du téléphone portable dans les familles. Je vous laisse regarder la vidéo et après, on en parle sur le plateau. Alors, comme on vient de voir dans la vidéo, on voit que dans cette famille-là, tout le monde est scotché à son téléphone, personne ne communique et tout. Est-ce que vous êtes aujourd'hui d'accord avec ces gens qui disent que le téléphone portable aujourd'hui est destructeur des liens sociaux dans les familles? Est-ce que vous êtes d'accord? Qui a un avis déjà? Bon, je pense que je vais laisser l'invité déjà répondre à cette question. Je dirais que j'ai un avis partagé parce que tout dépend de comment vous organisez votre vie, comment vous utilisez le téléphone, quelles sont les règles au sein du foyer. Parce que dire que c'est peut-être néfaste, négatif, pour certains, et je parle en particulier pour l'Afrique, c'est quand même un outil de connaissance, un outil d'information et de transmission de beaucoup de données. Parce que les gens n'ont pas les moyens d'acheter un iPad, les gens ont une tablette, les gens n'ont pas le moyen d'avoir un ordinateur. Mais dans le foyer entre membres d'une même famille, est-ce que vous pensez que c'est destructeur de liens? Tout dépend de si vous avez mis des règles. Après, c'est du savoir-vivre, c'est de la bienséance. C'est comme vous me parlez d'un téléphone portable, comme vous pourriez me parler des jeux vidéo. C'est une addiction, ça devient une addiction, mais c'est aussi une addiction dans le cadre professionnel pour certains. Bien sûr. Moi, je dis oui. Je dis oui complètement. Je pense que oui, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on a tous nos téléphones. Même les parents, nos parents qui, eux, n'avaient pas trop l'habitude d'avoir des téléphones, aujourd'hui, ils sont plus même addicts que nous-mêmes. Donc, moi, vraiment, aujourd'hui, je dis que c'est bien. Ça a apporté énormément de choses. Mais attention, parce que franchement, là où on va, moi, j'ai un peu peur pour le futur, quoi. Ils sont addicts pourquoi? Ils sont addicts du réseau Wi-Fi.
Peu importe, on parle vraiment du téléphone en général. On parle du téléphone à la maison. Les gens sont addicts du téléphone portable, surtout pourquoi? Parce qu'il y a l'Internet. Oui, c'est ça. Parce que c'est pour l'Internet. Oui. Les personnes qui ont un téléphone simple, l'ancienne génération qui n'était pas smartphone, ils ne sont pas addicts de leur portable. Mais parce que je pense que déjà, ceux qui ont un téléphone simple, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens forcément de s'acheter un smartphone. Et je pense que s'ils avaient les moyens de s'en acheter un, ils deviendraient forcément addicts aussi. C'est clair, parce que même si on fait la comparaison, c'est-à-dire par exemple, avant, il y a quelques années, on avait tous des ordinateurs portables. Oui. Et il y avait... C'est-à-dire que le résultat était quand même différent. C'est-à-dire que l'ordinateur portable, il faut l'allumer, il faut aller, il faut s'installer. Alors que là, Internet ou peu importe quoi, ou les jeux, viennent à nous avec le téléphone portable. Donc d'où le destructeur de liens sociaux, parce que finalement, maintenant, c'est un outil qu'on a en poche, qu'on a partout avec nous, aux toilettes, n'importe où, on l'a avec nous. Et finalement, ça facilite effectivement cet accès. Et donc, parce que c'est les fabricants qui vous créent oui, cette bien sûr. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter justement que sur ces effets néfastes? Est-ce que Mais non, il ne faut pas s'arrêter que sur les effets néfastes. On est d'accord aussi qu'il y a des effets. Par exemple, aujourd'hui, le téléphone portable peut te permettre de retrouver un ami que tu avais perdu. De garder le lien, de garder le contact. D'écouter de la musique ou comme e-bancarisation aussi. Ok, d'accord. Donc, on va parler de la deuxième vidéo. Donc, on va parler toujours du téléphone portable, mais cette fois-ci dans les couples. Alors, on a fait un micro-trottoir pour poser la question à savoir, est-ce qu'il est normal de toucher au téléphone portable de son partenaire dans un couple, sans son consentement bien sûr? Regardez le micro-trottoir et après on en reparle sur le plateau. Le téléphone portable, outil de communication, fait partie du quotidien des populations. Les conjoints peuvent-ils mutuellement avoir accès à leur téléphone? Donc le téléphone doit être un outil personnel. L'homme ne doit pas fouiller le téléphone de la femme et la femme ne doit pas fouiller le téléphone de l'homme. Si vous vous êtes mis ensemble pour ne faire qu'un, ça veut dire que vous devez partager beaucoup de choses, même le téléphone. Mais je dois fouiller pour voir les numéros inconnus dedans. Entre copains et copines, mari et femme, la consultation des appels et messages n'est pas la chose la mieux partagée. Moi, si un message tombe, moi, je ne peux pas toucher à son téléphone quand le message entre. Mais ma conjointe, elle prend son téléphone, elle, au lieu de répondre normalement, elle commence à faire comme s'il y avait des problèmes ou bien comme si le réseau ne passait pas. Bon. Le téléphone de ton mari peut sonner, il n'est pas là. Tu décroches son téléphone. Alors, comme on vient de voir, les avis sont vraiment partagés. Il y en a qui disent que le téléphone portable, c'est personnel. Il y en a qui te diront qu'on doit le fouiller quand on est en couple. Alors, Baba, tu es en couple ou pas, je ne sais pas. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quand on est en couple, on a le droit de toucher le téléphone portable de son conjoint? Non, parce que c'est personnel. C'est personnel et après c'est un manque de confiance et ça peut attiser même de la jalousie. Donc à un moment ou un autre, dès qu'une personne a un SMS qui arrive avec la notification SMS, elle a deux choix, soit elle cache, elle dit non c'est rien, et donc ça suscite la curiosité de l'autre, et l'autre se dit tiens, il est en train de me cacher quelque chose. Et donc soit on est transparent dans le couple, mais pour moi, c'est juste un manque de confiance entre ces personnes. Vous êtes tous d'accord que c'est personnel, quoi, le téléphone? Excusez-moi, mais quand vous avez le téléphone dont vous parlez, vous avez ouvert la ligne. Au nom de qui? Du couple ou des personnes du couple? Des personnes. Bon, alors, donc il n'y a qu'un titulaire. Donc, si c'est un téléphone, si c'est une ligne d'entreprise, c'est le téléphone de l'entreprise. Oui, là, dans ce cas-là, oui. Oui, forcément. Donc, vous pensez, Mireille, que le conjoint ou la copine n'a pas un droit de regard sur le téléphone de son conjoint? Sans autorisation, non. Ouais. Alors là, vous parlez du téléphone. Vous parlez du téléphone. Vous parlez du téléphone, mais dans la vie de couple, mais comme autre bien matériel. Je veux dire, dans le foyer, vous partagez, vous avez des biens matériels en commun. Est-ce que vous allez fouiller dans ces effets, dans ces dossiers? Mais il y en a qui te diront que... Non, mais ça existe. Il y en a qui te diront que vu que vous êtes en couple, donc tout doit être transparent. Justement. Je suis désolée, mais il y a des philosophies. Par exemple, pour moi... Mais quand il n'y avait pas de téléphone, ou quand c'est pas un smartphone, la personne faisait comment?
Non, mais parce qu'avant, il y avait regarde, il n'y avait pas un smartphone. Il y avait les textos. Des lettres, des textos, je ne sais pas moi. Mais moi, à mon avis personnel, je pense qu'aujourd'hui, J'aime bien, j'attends sa réponse. Un homme, il a le droit de fouiller le téléphone de sa femme. Voilà, ça m'étonne pas. Laissez-moi continuer quand même pour savoir pourquoi je dis ça. Oui. Mais après, je précise, un homme polygame, peut-être, je vais dire. Pourquoi? Aujourd'hui, si c'est une femme, la femme, tu épouses une femme. La femme, elle n'a pas le droit d'avoir plusieurs partenaires. On est d'accord. Donc, elle a son mari. Là, on donc, parle je pense que tout doit être clair. Au Sénégal. Non, mais je parle de manière générale. Sénégal, Mali, Bamako, pareil. Maintenant, c'est les pays qui acceptent la bigamie. Un homme peut se permettre, même après d'avoir une femme, peut se permettre d'avoir une copine, peut se permettre, parce que voilà, si tu es polygame, aujourd'hui, il faut que tu aies d'autres copines pour que tu puisses avoir peut-être d'autres femmes. Donc, en fait, il est en train de nous dire qu'en devenir, il va être polygame. Non, même pas. Mais moi, à mon avis personnel, je pense qu'un homme peut vérifier forcément le téléphone de sa conjointe. Je vais juste vous dire quelque chose. Mais le cas contraire, pour moi, ça ne se fait pas. Alors, en Afrique, j'ai entendu une expression que quand l'homme et la femme se mettent en couple, la femme devient la mère de ce mari. Et le mari, et réciproquement, le mari devient le père de sa future femme. Un couple, c'est des compromis et c'est du consensus. Toute la vie, c'est des compromis. Maintenant, vous n'avez pas confiance et vous faites ça, vous voulez aller où? Combien d'années? Faut vérifier. Vérifier. Ouais. On te demandait, tu dois aller où? Mais votre femme aussi peut avoir, je ne sais pas, la numéro 2 ou le 3e bureau, j'en sais rien, peut avoir confiance et elle va aussi vérifier, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, les avis sont partagés. Je vous laisse réagir chez vous sur le Facebook de Bienvenue chez vous. Dites-nous ce que vous en pensez sur le téléphone portable. Et ça, c'était tous pour la rubrique Vue sur le net. D'accord, merci de l'applaudir. Merci. Allez, on revient avec vous, Mireille Mouélé. On va s'intéresser à votre casquette politique. Oui. Alors, avant de rentrer dans les détails, première question, quand et pourquoi avez-vous décidé de rentrer en politique, de vous investir en politique? Tout le monde est politique. La définition de politique, pour être très court, il y en a, j'en prends deux. On parle de la politique, c'est-à-dire rentrer dans un parti politique. Vous me parlez de la partisanerie, mais du mot politique sur le plan partisan. Vous me demandez comment je suis rentrée en partisanerie. Et c'est là où je veux vous répondre. C'est que la politique, c'est organiser la cité. Dit autrement, c'est des personnes qui se regroupent pour avoir des réflexions et se donner un objectif. C'est que la politique, c'est de l'engagement. J'ai toujours été engagée toute ma vie. Et je commentais beaucoup d'émissions. Mon plus grand livre, ça a été de lire le dictionnaire. Et quand j'étais adolescente, je lisais déjà les journaux. Le Figaro, le Monde. Et un jour, mes enfants m'ont dit « Maman, arrête de commenter derrière la télé. » C'était lors d'une élection présidentielle. Et ils m'ont dit de passer de l'autre côté. Donc, passer de l'autre côté, j'ai commencé à sonder quel était le parti pour lequel je me sentais plus en correspondant à ces valeurs-là. Et ben, je suis entrée en politique, j'ai adhéré. Voilà. Donc, en gros, votre famille vous a poussé un petit peu à c'est mignon. Sauter le pas. Oui, à sauter le pas, oui. À passer de l'autre côté de l'écran. D'accord. Ce qui n'est pas ma zone de confort. Et c'est parti. Alors, vous avez choisi un parti politique. Oui. Toujours le même parti ou finalement il y a eu un changement avec le temps? Quand vous naissez, vous avez un état civil. Donc, je suis née dans une famille politique pour ses valeurs. Aujourd'hui, je n'y suis plus pour des raisons professionnelles. Mais voilà, je suis donc, quelle que soit aujourd'hui mon évolution politique, il y a toujours cette base qui est là. Oui. D'accord. Vous faites partie de ces personnes qui essaient de convaincre, mais en tout cas d'intéresser la communauté noire à la politique, d'une manière ou d'une autre. À la politique, et notamment parce que vous avez, il y a quelques années, participé, enfin, en tout cas candidaté à la présidence des Républicains, du Parti des Républicains. Et c'est vrai que vous étiez très... c'est-à-dire, je pense qu'il y a un constat qui a été effectué, à savoir que la communauté noire est peu visible, d'une part, et surtout peu active. Et donc, vous avez essayé de mobiliser d'une manière ou d'une autre. Et quel était le constat? Quel est le constat que vous pouvez nous faire aujourd'hui, quelques années après?
Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était finalement pas aussi facile que ça? Est-ce que il y a eu, vous pensiez que, alors que c'était autre chose? Non, je ne pensais pas que, alors que c'était autre chose, parce que je savais ce que c'était. D'accord. Ah, d'accord. Oui. Il n'y a pas eu de grosses douches froides ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Non, il n'y en a pas eu. Que vous dire, dans toutes les années où j'ai été à responsabilité, puisque j'ai été cadre dans ma famille politique, les personnes qui m'ont le plus soutenue, qui m'ont protégée, qui m'ont élevée à la verticale, qui m'ont entourée, d'abord ce sont les dirigeants, parce que c'est eux qui m'ont nommé du parti, qui m'ont nommé et qui m'ont laissé libre choix de faire ce qu'il y avait à faire, comme bon me semblait, dans la régularité et la justesse des textes. Et ensuite, c'est d'autres communautés. De toute façon, nul n'est prophète chez soi. C'est la communauté asiatique, la communauté arménienne et la communauté juive et libanaise, qui m'ont encadré, qui m'ont soutenu et qui m'ont porté. La communauté africaine ne l'a pas fait. Et c'est là où tout à l'heure, je reviens sur le début de mon explication, j'ai dit la politique c'est organiser la cité. Et la communauté africaine n'est pas organisée de manière méthodique. Et ils vont toujours éparses. Quand vous faites quelque chose, vous le planifiez, vous voulez sortir de chez vous, vous organisez votre habillement, votre journée, vous organisez tout. C'est une question d'organisation. Mais là, dans la société, dans le monde public, dans la partie publique, ils ne sont pas organisés. Moi, quand j'ai été nommée, en plus, je n'ai pas été élue, donc je me suis attiré toutes les foudres. Tu es qui? Ton nom c'est qui? Tu fais quoi? D'où tu viens? On ne t'a jamais vu, tu n'as pas le droit, c'est nous, ceci et qu'est-ce que. Et après, on m'a prétexté des expressions, des situations un peu cocasses. Et puis je leur ai dit... c'est bien la communauté noire. La communauté noire. Merci. J'ai répondu que mon patronyme ne servait à rien, parce qu'on m'a dit comment tu t'appelles, j'ai dit Mireille. Mais Mireille qui? J'ai dit mon patronyme ne sert à rien. Moi j'ai proposé un projet cadre sur 5 ans. Et voilà, donc je vous le présente. Qui veut adhère à cela. Et puis j'ai la responsabilité, parce que ça a été validé, de ramener ces 5 communautés, puisque les communautés des 5 continents, jusqu'en 2017, donc au vu des élections présidentielles. Celui qui ne veut pas, tant pis, il fait son chemin. Mais quand vous avez la communauté africaine qui, dans un espace public, est partisan, ensuite me dit « Ah, ma sœur », je lui dis « Je ne suis pas ta sœur ». J'ai dit ce que ma mère elle a pondu, j'ai compté. T'étais pas tête. Excusez-moi. Et puis j'ai dit, et après on dit Amen, Alléluia. J'ai dit, mais attends, on n'est pas là dans un cadre culturel. On est dans un cadre public et politique. Tu as des ambitions. Vous n'êtes pas là pour rien. Vous ne faites pas du bénévolat. Vous n'êtes pas venu avant le travail pour donner des tracts, juste pour faire de la figuration. Et donc après j'ai présenté, ça a été très dur, parce que j'ai décidé de remettre à plat, parce que ce qui a été ma famille politique le fait aujourd'hui, de remettre à plat les statuts de cette association. Et comme je sais comment ils fonctionnent, de manière culturelle, j'avais anticipé, j'avais donné les statuts la veille au bureau politique, qui est la plus grande instance d'un parti politique. Donc ils ont voté les statuts. Le lendemain, je viens devant mes adhérents, je leur présente les statuts. Non, je ne veux pas, non, il faut que le secrétariat général soit donné aux 150 membres fondateurs. J'ai dit, bah oui. Et j'ai dit, bah écoutez, vous ne voulez pas, c'est pas grave, c'est déjà signé depuis la veille, donc maintenant, ou vous y pliez, ou vous ne faites pas. Justement, je vous entends parler de diversité en France. Et dans cette émission même, on a parlé récemment du cas de Sibeth Ndiaye qui a été victime et tout. On a eu Ramayad, on a eu beaucoup de gens politiques qui aujourd'hui ont été victimes de racisme. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, et est-ce que vous avez peur de vivre ça un jour, le racisme? Je vous répondrai ceci. J'ai d'abord 20 ans de carrière dans le commerce international, où j'ai travaillé pour plusieurs multinationales, dont la dernière que j'ai quittée il y a 3 ans à peine. C'était un des plus grands groupes, c'est le premier groupe pétrolier français. Je suis arrivée à un niveau de cadre très élevé. On n'arrive pas à ces parcours de vie juste en se levant et puis en faisant ces années.
Donc il y a effectivement parfois des incongruités. Non, moi je ne vais pas vous dire que j'ai subi ça parce que déjà d'une, moi j'enlève le côté subjectif. Je suis là pour une action objective. Point. Et en plus, quand moi je fais quelque chose, je m'élève. Donc forcément, je mets toujours en perspective. Quand vous prenez de la hauteur, vous avez plus d'oxygène. Vous avez une vision globale de la chose. Et donc vous êtes moins atteint aussi. Et aussi, il y a une gestion de l'émotion. Parce que apprendre à se contenir, à savoir s'exprimer, à utiliser les bons mots, et que même si la personne elle vous le dit, va savoir comment répondre sur le plan des mimiques, de la gestuelle, sur beaucoup de choses. Et ça, c'est le domaine de Baba. Donc, quelqu'un dirait que je l'ai subi. Moi, je ne dis pas que je l'ai subi. Tout comme, effectivement, vous savez aujourd'hui de quelle famille politique je suis née, politiquement et publiquement, parce que c'est cette famille politique qui m'a mis au devant de la scène publique. Les gens m'ont dit, mais je vais vous donner un cas. Une fois, il y a eu une campagne, j'ai tracté chez moi. Une dame a laissé tout, a refusé de prendre les tracts de chez tout le monde. Elle a traversé pour venir prendre le tract chez moi. Quand elle a vu le visage, elle m'a dit, ah, toi tu votes à droite? J'ai dit oui. Elle m'a carrément craché dessus. Elle était en panne. J'ai dit, c'est pas grave parce que moi, ça fait 20 ans que je ne prends pas de vacances, parce que je travaille dur, mais toi, tu vois, tu es en panne et tu te sers et tu vas aller au pays. Il n'y a pas de souci. Parce que tu penses que l'aide d'État, la CAMU, qui la paye? Vous voyez? Donc, et puis voilà, donc moi, je ne vais pas vous dire que j'ai subi. Il faut savoir que ce soit la politique. Moi, j'ai dit que, puisque la politique est à tous les niveaux, et pas seulement dans la partisanerie. Donc je dis que, parce que quand vous avez une entreprise, vous faites aussi de la politique, parce que c'est la même colonne, comme je l'ai dit. Vous faites un budget, vous avez une équipe, vous faites du prévisionnel, vous avez vos plans. Dans le cadre familial, c'est aussi de la politique. Parce que vous avez des parents, vous avez la même colonne, vous mettez des règles, c'est le même fonctionnement. Donc à partir de l'instant où vous mettez ce plan-là en place et que vous dites aux gens, voici les règles morales, il faut s'y tenir. Si vous y tenez et que vous avez une constance, vous réussissez. Et rien n'arrive par hasard, et il faut aussi travailler. Il faut travailler, tout le temps il faut travailler. Parce qu'aujourd'hui, mon parcours de vie, certains me disent, oh bravo, mes félicitations, ma sœur. J'ai dit bravo de quoi? C'est juste parce que je suis addict du travail. Il a fallu travailler. J'ai travaillé pendant 10 ans d'engagement, où les autres communautés que je vous ai dit qui m'ont entourée et qui m'ont élevée ont été constantes. Elles ont toujours été là, qu'il pleuve, qu'il neige, quelles que soient les situations, que vous soyez au plus bas et qu'on vous dit tu es mort. Mais non, parce qu'il y a une expression qui dit que ils ont semé, la graine a donné une fleur, ils ont voulu la tuer, ils ont coupé, mais ils ne savaient pas qu'elle allait se régénérer. Chaque vie est un cycle et elle se régénère. Et là, c'est que là où ça fait défaut à la communauté, à la cité africaine, c'est qu'elle vient, moi je vais vous dire crûment, vous avez des réunions publiques, politiques, les gens viennent pour un gain, pour quelque chose, ils veulent juste récupérer quelque chose, vous leur dites, ben viens, moi j'organise une réunion, un débat politique dans tel endroit, où on me met la salle gracieusement, mais en contrepartie, il faut consommer. On se dit, je n'ai pas l'argent. Est-ce que tu peux m'aider? Je vais te rembourser. Et ne te rembourse pas. Et vous l'invitez, vous lui dites que ça commence à 17h30, elle arrive à 19h. Quand ça va finir dans 30 minutes. Ça, c'est vraiment une réalité. C'est quelque chose que vous avez constaté. Ça, c'est une réalité. Parce que souvent, on en parle de ça. Les gens disent, les gens critiquent. Non, je l'ai vécu. C'est une réalité. Je l'ai vécu. Ils arrivent à 19h. Et puis, ils se mettent derrière. Et quand moi, je rentre, on te tire la veste. Ah, ma soeur, mais viens là. Mais pourquoi tu veux que je vienne là, que l'objectif va avoir juste une tache noire? Il y a des places partout. Et puis après, les gens posent, les responsables posent des questions. Moi, je l'interpelle. On m'a dit, mais comment tu as pu poser une colle à un ministre? J'ai dit, mais il n'est pas quelqu'un. C'est juste un abus de statut, c'est tout. Mais le statut qui le lui a donné, c'est toi. C'est toi qui as quitté 5h du matin chez toi pour aller donner les tracts, arriver en retard au travail, essayer de récupérer tes heures et puis finir à 17h pour redonner les tracts au lieu de ton travail. Tout à fait. Et qui souvent, tu te prends des jours de congé ou tout pour venir. Et puis tu dis, monsieur, j'ai voté pour vous. Quand je me suis présentée à la présidence du parti, je me suis retrouvée en campagne avec celui qui est aujourd'hui le président. Et je salue les gens. Bonjour, Mireille Mouélé, candidate à la candidature. Mais t'es candidate à quoi?
J'ai dit, je suis candidate à la candidature. Mais du parti. La candidature de oui, quoi? donc t'es convoqué alors? Ben non, puisque je suis là. Il y a 2 personnes qui ont été médiatisées en disant qu'ils étaient convoqués, pas moi. Et quand Laurent Wauquiez est arrivé, il m'a pratiquement enlacé, il m'a dit merci d'être là. La politique est un jeu de pouvoir. C'est un jeu de groupe. C'est des groupes d'influence. Donc à partir de l'instant où vous ne constituez pas ce groupe, que ce groupe est non efficient, il n'est pas actif, il n'est pas dynamique. Vous êtes là et puis vous dites non, c'est moi qui vais être secrétaire. Moi j'étais secrétaire général. On m'appelle pour me dire un tel est arrivé, un tel fait ci, un tel fait ça. J'ai dit mais alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui mais une telle est en train de dire que c'est elle qui est la secrétaire générale, c'est pas toi et ceci, cela. Elle est en train de comploter. J'ai dit mais mon problème il est où? Il y a les statuts. Le statut, le président, la secrétaire et le trésorier. C'est moi qui est la secrétaire. Donc j'ai dit, si elle fait quelque chose de bien, mais c'est moi qui vais manger. Si elle fait quelque chose de mal, on va dire, on connaît Mireille, c'est pas son travail. Il n'y a pas de problème. Alors, Mireille, je pense que je n'ai pas besoin de vous poser la question, à savoir, selon vous, quelle est la place de la communauté noire en politique? Vous allez nous répondre. Je pense que, en même temps, on a déjà eu un aperçu. Alors, moi, ce que je propose, c'est de poser la question aux téléspectateurs. Allez, on y va. C'est parti. Y a-t-il assez de personnes issues de la communauté africaine en politique en France? La réponse est clairement non. Je pense qu'on est presque invisible. On nous a toujours mis 2-3 personnes pour représenter la communauté, je pense, pour nous satisfaire, pour les sous. Ils doivent se dire, oui, bon, allez, on va mettre 2-3 personnes et ils seront contents. Et on se contente de ça. Et on ne devrait pas. Parce que je trouve qu'on n'est pas assez représenté, aussi bien que ce soit les personnes de notre communauté et aussi bien les femmes. On a beaucoup de personnes qui devraient avoir le droit de parler. Il y a beaucoup de personnes dans nos communautés qui sont extrêmement intelligentes, qui savent parler, qui savent s'exprimer, qui savent écrire et qui peuvent se faire entendre. Donc, non, je trouve que nous ne sommes pas assez représentés dans nos communautés et j'ai espoir que les choses changent. J'ai espoir pour nos enfants. J'ai espoir pour eux que si l'un d'entre eux un jour veut devenir président, qu'il arrive à devenir président. Si l'un d'entre eux veut devenir ministre, qu'il arrive à devenir ministre et qu'on arrête de nous cantonner à des rôles de ministre de la jeunesse ou ministre de je ne sais pas quoi. Ce sont des places tout à fait honorables. Hein. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais visons plus loin, allons plus loin. Pourquoi pas un jour un président africain comme Obama? Pourquoi pas? On a le droit de rêver. Pourquoi on devrait se cantonner à ce qu'on nous donne? On n'est pas assez représenté. Et j'espère sincèrement que dans quelques années, on pourra se dire, voilà, après les États-Unis, la France a élu un président issu de la communauté africaine. Je trouve qu'il n'y a pas assez de représentation de la part de députés ou de sénateurs de notre communauté. Je trouve ça regrettable, puisque je pense qu'on fait partie intégralement de la population dite française. Et je trouve ça un peu dommage qu'on ne voit pas plus, que ce soit à la télé ou dans le monde politique. Donc si on pouvait nous laisser l'opportunité, puisque je pense qu'on est confronté à des difficultés qui sont notre couleur de peau tout simplement, puisqu'après on nous apprécie dans d'autres domaines, tels que le sport, ou la musique, ou la danse. Mais sur l'aspect politique, on n'est pas assez représenté. Certes, l'outre-mer est représenté, puisqu'elle a sa diaspora à elle, mais pour la communauté pleinement africaine, on n'a personne. Donc il faudrait qu'on ait beaucoup plus de gens et qu'on nous laisse pousser beaucoup plus de portes, tout simplement. Voilà. Donc, moi, je trouve vraiment que c'est quelque chose de fantastique qu'il y ait de plus en plus de Noirs qui décident de s'investir en politique. Car j'ai constaté qu'en France, il y a beaucoup de citoyens qui ont l'impression de ne pas être bien représentés, si vous voulez, par les responsables politiques actuels. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que ces derniers ne comprennent pas vraiment les problématiques auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Ils ne sont pas à même de faire valoir leurs revendications. Donc ils ont vraiment l'impression qu'il y a un souci au niveau des idées. C'est-à-dire que les idées qui sont défendues ne correspondent pas forcément à celles que les citoyens voudraient. Donc le fait qu'il y ait des Noirs, ça peut permettre d'enrichir le débat et de mettre sur la table des questions qui peut-être habituellement sont traitées un peu de manière superficielle ou qu'on essaye de mettre sous le tapis. Et de la même manière, je trouve ça très intéressant qu'il y ait des personnes qui représentent les personnes issues des milieux défavorisés ou populaires. Je suis favorable également à ce que les femmes soient représentées dans le débat politique, car je pense que c'est ça qui va vraiment apporter de la richesse au débat et de l'intérêt.
et qui va permettre au pays d'aller dans le bon sens. Donc je salue vraiment cette initiative de tous ces jeunes hommes et femmes noirs qui décident de s'investir dans la politique, car c'est vraiment quelque chose de fondamental. Merci à tous les participants, merci à tous les téléspectateurs. Hein. Un jour, ça se trouve, on va arriver chez vous, hein, mesdames et messieurs. Hein. Ouais. Et oui, on pose des questions, tout le monde est acteur dans cette émission. Allez, on continue avec qui ? Mais non, on n'a pas fait quelque chose là. On n'a pas joué. Ah oui, c'est parti. Alors, Mireille, vous êtes l'arbitre. Vous choisissez. Enfin, je pose une question. La personne qui lève la tapette en premier, eh bien, est désignée pour parler. Donner la réponse. Voilà. D'accord. C'est parti. Alors, qui a dit ? Voilà, le thème de ce jeu. Là, c'est compliqué. Là. Premier point. Pourquoi est-il si facile de se moquer et de haïr ? Donc, c'est une personnalité politique. Pourquoi ? Est-il si facile de moquer et de haïr ? Oh, bah là, tu vas pas donne-nous des indices. Les Africains. Communauté noire. On reste que dans la communauté noire. C'est facile, franchement. Personne. Tu as dit en politique ? Oui, en politique. Macky Sall ? Non. Pourquoi est-il si facile de moquer et de haïr ? C'est un président ? Non. Politique, Nelson Mandela. Langocha, c'est... Ça vous dit rien ? Non. Garde des Sceaux. Taubira. Christiane Taubira. Eh oui. Deuxième point. Je me suis longtemps méfié de l'engagement politique, en particulier des beaux parleurs qui ne sont pas toujours là pour assumer. Qui a dit ça ? Ramayad. J'allais dire. Yes. Au hasard, mais c'est très bien. C'est pas au hasard. Si, c'est du hasard. Franchement. C'est pas du hasard, parce que quand c'est la politique du Sénégal, quand ça concerne la communauté, je connais. Allez, qui a dit la pire phrase pour moi, c'est « on ne peut pas faire autrement ». Qui a dit ça ? Indice. On a le droit à Vas-y. Super. Bravo. Bah ouais. Ah, mais t'es trop fort. Non, mais lui, il a relié plus sur les Sénégalais. Et pourquoi je suis trop fort comme ça là ? Franchement. Allez, on peut l'applaudir quand même, Radim bien. Bravo. Non, lui, il a retenu que les expressions des politiques sénégalais. Exactement. Allez, on continue avec toi, notre belle Colombe. Mais oui, on va où avec Colombe ? On va au Rwanda. À la rencontre de ce jeune qui va forcément modifier votre façon de téléphoner. Moi, j'en suis sûre. Oui, tout à fait, Aïssatou. Alors, je voudrais vous poser une question à vous, tous ici. Vous avez de la famille au Cameroun, au Mali. Comment vous faites pour les contacter ? Pour les réseaux sociaux. Téléphone. Internet. Forcément, toi, tu appelles et tu gaspilles des unités, tu payes des... Avant, mais plus maintenant, c'est vrai. Avant, on t'a dit maintenant, tu on nous te dis parle de avant. maintenant, tu me parles de 1900 Bangali. Je suis dans le passé. D'accord. Dans le passé. Bon, il est un petit peu fatigué. On va dire que forcément, maintenant, on communique avec Internet uniquement. Ouais. Et surtout avec WhatsApp. Ou alors les réseaux sociaux, comme tu disais, Instagram et compagnie. Parce que bon... et comment vous faites, par exemple, pour être en contact avec des gens qui se trouvent au village ? Par contre, là, c'est plus compliqué. Là, c'est plus compliqué. Là, c'est forcément un appel téléphonique. C'est uniquement... Et bien, justement, il y a un jeune Rwandais qui a transgressé les règles et qui a réussi à inventer une communication où on pourrait utiliser WhatsApp sans être connecté à Internet. WhatsApp sans Internet ? C'est ça. En fait, il a créé une plateforme où, par exemple, toi, Aïssatou, tu es ici, tu as WhatsApp. Il suffit que tu enregistres le numéro de téléphone de la personne qui se trouve au Mali sur cette plateforme et tu auras le moyen de pouvoir l'appeler directement par WhatsApp sans passer, en passant directement sur un réseau mobile. D'accord. Alors tout donc ça, moi, je paye c'est pas. un système... Non, toi tu payes pas et lui il ne paye pas non plus. Donc il n'a pas besoin de s'acheter un smartphone, il peut l'utiliser avec les téléphones d'avant, de ton année, dans l'année dans laquelle tu vis. Et pour ceci, donc, il utilise un système informatique qui utilise de la physique optique, des techniques de communication mobile et des principes de mise en réseau.
Voilà, c'est très technique, mais bon, ça fonctionne. Ça fonctionne et tout ça, il l'a étudié seul dans une bibliothèque. C'est un étudiant en technologie de l'information et de la communication au Centre régional polytechnique de Kigali. Et maintenant, il a juste besoin d'aide et de financement pour pouvoir faire évoluer sa trouvaille. Mais là, et en ce moment, ils vont le stopper. Oui, c'est sûr. En ce moment, il a le soutien de l'ambassade américaine, mais au Rwanda, qui va financer pour lui, parce qu'il a besoin, il a dit qu'il avait essentiellement besoin encore d'ordinateurs portables, et avec ça, il pourrait... et d'une meilleure connexion Internet, parce qu'avec tout ça, il n'a pas une très bonne connexion Internet, lui non plus. Mais si tout ça, c'est gratuit, il va y gagner quoi, lui? Il l'a fait dans le but d'aider justement les Rwandais qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'acheter un smartphone. Il ne l'a pas fait uniquement pour gagner des sous. Je sais pas. Tu vois, ça existe des gens qui font des choses. Il gagne quoi? C'est à lui de le définir dans son plan commercial. Et puis, ce que vous êtes en train de dire, je l'ai déjà entendu, mais en version télévisée. C'est-à-dire que j'ai rencontré des jeunes il y a 2 ans qui ont mis en place un modèle pour avoir les chaînes satellitaires sans passer par les opérateurs traditionnels que l'on connaît, qui sont les opérateurs étrangers et qui sont installés en Afrique. En tout cas, chapeau. Moi, je trouve que c'est une super... idée, mais après, est-ce que ça va aboutir? Bonne question. Moi, j'aimerais, dans 1 an ou 2 ans, avoir des nouvelles de ce monsieur. Parce que Bien sûr, mais je pense que... Mais ça peut aboutir, mais déjà, il est plat. Ça va aboutir. Ça va aboutir. Ça va changer. Ça va changer pas mal de choses. Oui, mais bon, si vous pouvez, ça prendra un petit peu plus de temps pour arriver sur le côté francophone. Oui, c'est vrai. Mais sur le côté Afrique de l'Est libéral, oui. D'accord. Bon, on va attendre ça avec grande impatience, n'est-ce pas? Merci, Colomb. C'est Déodat de Mugenzi, j'avais oublié, je ne sais pas si j'ai dit son nom. Mugenzi. Merci beaucoup Colombe. Alors bientôt nous allons téléphoner pour pas cher. J'espère que ça va arriver très vite. Maintenant, destination le village international de la gastronomie qui a eu lieu en mars dernier. Et devinez quoi? Eh bien, Mireille Moelleux, que nous avons ici même sur le plateau de Bienvenue chez vous, était la représentante Afrique des 54 pays. Et oui, c'est elle qui a représenté l'Afrique et qui a fait venir surtout les Africains à ce bel événement. Alors, comment ça s'est passé? Dis-nous tout, on veut tout savoir. La gastronomie, en plus, ça m'intéresse. J'ai été en charge de faire venir les pays francophones, mais particulièrement les pays d'Afrique. Donc, bien sûr, j'ai fait ma tournée des ambassadeurs. Ça a commencé déjà l'avant-dernière édition au mois de l'année 2018. Où je suis rentrée tardivement dans le comité d'organisation. J'avais à peine 1 mois avant l'événement, donc j'ai pu faire venir que physiquement, mais pas en tant que participant, exposant. J'ai fait venir 22 ambassadeurs africains à Paris sur 54 pays que contient le continent. Voilà, donc ça c'était la première année en 2018. En 2019, j'ai été un peu plus en profondeur avec des audiences de travail, avec l'ambassadeur, avec pas mal de diplomates et les personnes qui allaient exposer sous la bannière de leur pays. La deuxième année, ils m'ont dit, écoute ma sœur, l'année dernière, tu nous as appelés, on est venus parce qu'on te connaît, on sait que dès que tu nous proposes quelque chose, c'est forcément gagnant. Mais on n'avait pas compris. Mais cette année, on a compris, on dormait. On dormait sur de l'or. Oui. Parce que je leur ai expliqué que la gastronomie réunit tout le monde. L'Afrique, on le dit, est le grenier de l'humanité. N'importe quel être humain, dès qu'il se lève, il consomme gastronomie. Vous prenez un café, c'est de la gastronomie, produit ici de l'agriculture. L'enfant, le matin, avant d'aller à l'école, il prend son chocolat, produit issu de l'agriculture. Mis à part l'Amérique du Sud, qui est en train de décliner au niveau des cafés, et que les marchés, les cafetiers sont beaucoup plus en croissance au niveau Afrique. Donc les meilleurs cafés africains, c'est la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun, il y a un 3e pays. Voilà, donc je leur ai dit quels étaient leurs atouts. Je leur ai dit comment est représentée l'Afrique à l'extérieur du continent. J'ai dit, elle est où? Vous êtes en Europe, vous êtes partout. Déjà au cœur de l'Europe, à l'Union européenne.
dans la commission ACP. Puisque la commission ACP, c'est effectivement les accords de partenariat sur les ressources alimentaires ou les ressources naturelles. Voilà. C'est là-dedans. Je leur ai dit qu'il était temps d'être plus proche de leurs ressortissants extra-communautaires. Je leur ai dit qu'il fallait effectivement se mutualiser, il fallait aller vers les autres pour éviter les non-dits, les doutes, les craintes, et que c'était bien que la diplomatie, puisqu'ils sont là pour représenter leurs ressortissants, c'est là le moyen effectivement qu'ils soient accessibles, et non pas, par exemple, je vais vous donner une anecdote, lors du dernier salon de l'agriculture, je suis allée voir un pays en particulier parce que je n'arrivais pas à joindre les diplomates. Le diplomate et le corps diplomatique de ce pays-là. Quand je les ai vus, déjà j'ai vu un des ministres, j'ai vu l'ambassadeur, et je lui ai dit, bon, ben, vos excellences, voilà, j'aimerais bien que vous veniez pour le village. Ils m'ont répondu, mais la gastronomie, c'est l'agriculture, mais on est là au salon de l'agriculture. Et je lui ai dit, votre excellence, sans vouloir vous manquer de respect, là, vous êtes au salon de l'agriculture. Quel est votre ressortissant qui va avoir accès à vous? Vous avez un périmètre de sécurité, vous avez des audiences, des rendez-vous qui sont déjà faits. Par contre, au village de la gastronomie, il n'y a pas de clivage, tout le monde se mélange. Et c'est moi qui dis, ah ben voilà ton ambassadeur. Ah bon, je ne l'ai jamais vu, je ne savais pas qu'il était ambassadeur. Et pourtant, ton ambassadeur, il est là depuis 10 ans quand même. Il n'a jamais bougé. Voilà, c'est de discuter, d'avoir cette proximité. Parce que les ambassadeurs, ce sont des diplomates, c'est de la diplomatie. La diplomatie, c'est aussi de la diplomatie d'affaires. Et c'est aussi ce qu'on appelle de la diplomatie de proximité. Donc la diplomatie de proximité, c'est de mélanger l'institutionnel avec les acteurs privés ou la société civile. Donc un peu en quelque sorte du PPP, partenariat privé-public. C'est tout cela. Je leur ai dit un certain nombre de choses que je ne peux pas m'exprimer ici, sous couvert du langage diplomatique. Et c'est la raison pour laquelle ils sont venus. Voilà. D'accord. Donc malgré... pas l'ampleur, mais en tout cas, malgré la notoriété de ce grand événement, vous avez dû convaincre pour faire venir certaines personnes. Non, je ne les ai pas convaincus, comme je vous l'ai dit. Parce que, parce que la première année, en 2018, ils sont venus parce qu'ils me connaissent. Ils sont venus parce qu'ils connaissent effectivement ma force de travail. Ils connaissent aussi que quand je les appelle, c'est qu'il y a un résultat, un intérêt à mes résultats sur lequel ils gagnent forcément. Et que la deuxième année, je n'ai pas eu à les convaincre, je leur ai juste développé les opportunités, les niches d'opportunités et le système de gagnant-gagnant entre les deux continents. Donc ça, je leur ai dévoilé ça en plus, et donc je ne les ai pas convaincus, parce que d'ailleurs ils m'ont dit, vous savez, j'ai rencontré l'ambassadeur d'un pays de l'océan Indien à un événement de Nouvel An. J'étais juste derrière lui, donc quand il se retourne, il me dit, Madame Ouellet, j'ai appelé à la présidence, mais ils ne me répondent pas. J'ai dit, mais votre excellence, je ne suis pas venue pour ça. Je vous donne les salutations, je vous transmets la bonne année, c'est tout ce que je vous dis. Et il me dit, on se prépare. Et effectivement, ils m'ont dit, ils se préparent même pour l'année prochaine. Alors quand je leur ai annoncé que je me retirais du village pour faire un autre chapitre, oh ben dis donc, déception, et j'ai eu 3 jours pour leur répondre. Parce que ça arrivait, mais pourquoi, mais comment, mais ça y est, on est prêt et tout. Voilà. Voilà, en tout cas, c'était un très bel événement. Hein. J'espère que vous avez pu le découvrir. En tout cas, si ce n'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas. Je pense qu'il va y avoir une édition. Oui, c'est annuel. Ça devrait se tenir encore au mois de mars. En 2018, je n'ai pas les chiffres de 2019, mais en 2018, sur 3 jours, il y a eu 42 000 visiteurs. Ça fait 1700 visiteurs jour. Ah oui. 60 J'espère que l'Afrique a bien été représentée. Je suppose qu'il y avait un pays à l'honneur. Pour la deuxième année, le Mali. D'accord. Pourquoi donc? J'ai fait venir... pourquoi le Mali déjà? Pourquoi ce choix? Pourquoi le Mali? Il y avait une raison derrière ou même pas? Ça a été un non, il n'y avait pas une raison derrière. D'accord. Non. Le Mali, par exemple, pour le Mali, moi j'ai fait venir Mariette Diko, qui n'a pas du tout vendu de gastronomie. Et on me dit, mais pourquoi elle est là? Elle ne vend pas de gastronomie si elle a de la gastronomie. J'ai dit, parce que le Mali est le premier producteur mondial du coton. C'est ce que vous avez sur le dos. Et c'est les arts de la table. Parce que la gastronomie, c'est les arts de la table. Donc vous avez une nappe, vous avez une serviette, vous êtes content. C'est ce que vous drapez le siège avec ça. Donc c'est le coton. Voilà. D'accord, donc ça fait partie de la gastronomie. Oui, c'est produit issu de l'agriculture. Très d'accord.
Voilà, mesdames et messieurs, et oui, Mireille Mouel, elle en fait des choses, elle en fait cette grande dame, et nous l'avons ici avec nous dans l'émission Bienvenue chez vous. On continue avec Baba Dem. Oui. Baba Dem, notre coach en développement, et oui, aujourd'hui, il nous conte l'histoire d'un migrant entêté. On l'écoute. Oui, donc aujourd'hui, on va parler de détermination, et on parle beaucoup de détermination. Et souvent, on confond détermination avec l'enthousiasme du début. Et dès qu'il y a un obstacle, on s'arrête. Donc là, ce migrant, c'est un migrant que nous avons rencontré à Montreuil. La plupart des migrants c'était en 2013, qui étaient là-bas et qui n'avaient pas où aller. C'était en plein hiver. Et à un moment, on s'était dit, avec la communauté franco-malienne, dont Alma Mekanoté et toute cette communauté, et à un moment, on s'était dit, mais c'est pas possible que vous restiez dehors comme ça, à dormir dehors. Est-ce que vous ne pensez pas à une solution pour aller au pays? Et il y avait ce migrant, en tout cas, qui disait jamais. Jamais. On lui dit, oui, mais là, tu dors en dessous d'un camion. Ça ne se fait pas. Il dit, jamais, je ne pourrais pas retourner au pays. Donc ce migrant, il continuait. Donc ce migrant, 3 ans après, je le rencontre, je ne l'avais même pas reconnu, à la poste, à la sortie d'une poste. Et il me reconnaît, il me salue, il dit « Ah, tu te rappelles de moi ?» Je ne me souvenais pas très bien de lui. Mais après, quand il m'a raconté, j'ai su qui c'était en fait. Mais entre-temps, il avait grossi, il était bien. Et il me dit « Tu te souviens d'une chose. Là, le moment où vous nous avez demandé éventuellement de penser à repartir, on vous a dit jamais. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'étais au pays, un jour ma mère était tombée malade. Et c'est mon ami qui était en face de lui qui est parti, qui l'a soigné, qui l'a amené à l'hôpital. J'étais content, mais en même temps je me suis dit c'était mon devoir de le faire. Et à chaque fois on me disait toi tu ne fais rien, tu ne travailles pas. Et c'était des insultes et des humiliations. Mais quand sa mère est allée à l'hôpital, c'est là où il s'est dit plus jamais ça. Et du coup, c'est comme ça qu'il a dit le seul moyen de trouver une solution, c'est de prendre la mer. Donc il a pris la mer. Il a dit, quelles que soient les humiliations que j'ai eues dans le désert, en Italie, jusqu'à venir à Montreuil, on m'a craché dessus, on nous a traité de tout ce qu'il fallait, mais j'avais juste un seul objectif en tête. Et aujourd'hui, tu vois, on se retrouve là devant la poste. Et il me sort un papier, il dit, tu vois ça? C'était un Western Union. Et il disait, c'est la première fois qu'on se rencontre et c'est la première fois que j'ai pu, enfin, pourquoi je suis venu lui envoyer un Western Union. Et j'avais ça en tête. Et il disait, quelles que soient les humiliations, j'avais que ça en tête. Et c'est là où la belle histoire, c'est, j'ai appris une chose, c'est que si j'ai un objectif en tête et que j'en fais une priorité et que je ne le quitte pas, je réussirai toujours. Et j'ai réussi à pouvoir lui envoyer. Je sais que ce n'est que le début, mais c'est ça qui m'a permis de survivre. Donc c'était cette détermination que je voulais montrer et effectivement c'est lui qui nous a appris ça également. Merci beaucoup Baba Dem pour cette belle chronique. Après, juste petit point quand même, c'est important de dire que effectivement il a réussi, c'est très bien. Et je sais ce que tu souhaites mettre en avant, c'est plutôt la détermination. Mais on a quand même un message important à véhiculer, c'est-à-dire que migrer, c'est-à-dire passer par le désert, par la mer pour venir en Occident, c'est pas la solution. Restez sur le continent, restons sur le continent et faisons des choses parce que malheureusement c'est des milliers de morts aujourd'hui. On peut les compter et encore il y en a qu'on compte pas. Donc c'est important de le souligner, c'est-à-dire que voilà, la réussite elle n'est pas forcément qu'en Europe, loin de là. Au contraire, c'est plutôt maintenant les Européens qui vont en Afrique. Donc s'ils y vont, c'est qu'il y a une raison. Si vous me permettez, je voudrais apporter un point positif sur la migration, sur le fait que ce qui est médiatisé sur le continent Europe est faux, parce que les chiffres sont accessibles à tout le monde, ils sont publics, sur le fait que la migration africaine n'est pas aussi massive, elle est même stable depuis plusieurs années, et qu'il faut plutôt encourager nos compatriotes du continent à y rester, puisqu'on appelle le continent Afrique le continent de la débrouille, et nous avons besoin de cette association entre la 6e région, ce qui est dit les enfants de la diaspora, nous,
pour l'impatriation en Afrique et permettre l'émergence complète du continent. Merci beaucoup Mireille pour cette précision. Allez, on continue cette belle émission avec un peu d'humour, un peu de joie, hein, n'est-ce pas? Ça va, vous êtes là? Oui, j'espère que vous êtes là vous aussi, chers téléspectateurs. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite le répétiteur. Et puis après, on revient, on accueille Bambi Dramé pour sa chronique beauté. Allez, c'est parti. Bon, mon petit, nous allons commencer. Je vais te poser quelques questions. Hein. Avec quoi on fabrique le sucre? Avec de la banane. Banane? Banane a quel rapport avec sucre? Monsieur, parce que quand la banane est mûre, c'est sucré. Donc c'est la même chose avec le sucre. Aïe. Bon, sinon on fabrique le sucre avec la canne à sucre. Tu as compris? Monsieur. Ok, on continue. Avec quoi on fabrique le sel? Monsieur, on fabrique le sel avec la canne à sel. Canne à sel? Monsieur. Mais pourquoi? Monsieur, parce que vous avez dit on fabrique le sucre avec la canne à sucre. Donc le sel, c'est avec la canne à sel. Aïe. Mais toi même, oh, vraiment. Moi je m'en fous, hein, c'est tes parents qui vont gaspiller de l'argent. On change. Histoire. Donne-moi le nom du président de la Côte d'Ivoire. Ça c'est facile, hein. C'est Barack Obama. Barack Obama. Monsieur. Celui qu'on voit à la télé tous les jours là. Monsieur. Ah mon petit. Bon, d'accord. Donne-moi le nom du président du Mali. Monsieur, c'est Michael Jackson. Michael Jackson qui danse là. Monsieur, lui qui fait comme ça là. Aïe. Son fantôme ou bien Michael Jackson? Michael Jackson. Ok. Donne-moi le nom du président du Burkina. Monsieur, c'est Jacques Chirac. Jacques Chirac le blanc là? Non monsieur, le noir. Il y a Jacques Chirac noir? Oui monsieur. D'accord. Ok. On va changer. Mathématiques. 4 fois 4 égale combien? 4 fois 4. Tu connais pas 4 fois 4? 4 fois 4, on appelle ça hier ici? Mais ça c'est quel enfant ça là? 4 fois 4 tu connais pas? Et je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Mais ouais, ça tombe bien le vieux. Oui. Vraiment ton enfant là il faut rien. Comment? J'ai fait tout mon possible, mais zéro. J'avais dit, il dit l'enfant là, il réfléchit même chose comme sa maman. Vraiment. C'est comme ça, il a le même esprit. 4 fois 4 il ne connaît pas. Il connaît pas quoi? 4 fois 4. 4 fois 4? Oui. Maman, tu connais pas 4 fois 4? Tu ne connais pas 4 fois 4? Quand même, 4 fois 4, la voiture de ton nom commande dedans pour aller au village là. Tu connais pas 4 fois 4? Quand même. C'est la honte de la famille. La femme, c'est la honte de la famille. Qu'est-ce que ça va? Oh. C'est pas vrai. Mais l'enfant est mieux. Quelle famille. On continue. Manu, excusez-moi. Manu, la glace j'ai mis au soleil là, qui a volé? C'est moi qui a volé. La glace je t'ai confiée. Il faut regarder ma glace, j'ai mis au soleil là. Qui a volé? C'est pas qui a volé. Tu vois l'enfant là? Glace. Il est bête comme son papa. Je lui confie ma glace. Il laisse les gens voler. Mais ce qui est étonnant, c'est que tout le coin est mouillé. Ils ont volé glace. Tout le coin est mouillé. Tu vas manger, je tue. Tu ne mangeras pas. Ma glace que tu as laissée, ils ont volé là. Tu vas voir. Un monstre au visage. Obéis à peur. La famille, elle ne sait même pas qui est venue. Il y a plus de quoi ici. Voilà le répétiteur et on continue cette émission avec, comme on vous l'a dit, Bambi Dramé. Alors Bambi Dramé, bienvenue à toi. Alors aujourd'hui, eh bien, dis-toi que ce sont les garçons qui te posent des questions. Et oui, ils en ont marre de ne pas connaître les termes qu'on utilise dans le make-up. Eh bien aujourd'hui, je pense que tu vas leur donner quelques conseils et surtout tu vas leur définir les grands aspects de la beauté. Je suis tout suite. Alors, qui commence? Donc moi, ma question, au fait, j'ai une amie, elle a 22 ans, oui. Mais elle met tous les jours du make-up. Tout, mais quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Mais un soir, je l'ai vue sans maquillage.
mais on dirait qu'elle a 10 ans de plus. Et donc aujourd'hui, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que le make-up aujourd'hui a des effets néfastes justement sur la peau pour vous prendre de l'âge et tout ça? Alors, Khadim pose une question très pertinente, dans la mesure où c'est quelque chose de très important. On ne le répète pas souvent, mais c'est vrai qu'on vit dans une société où le maquillage est vraiment mis à l'avant, surtout par l'explosion des réseaux sociaux. Mais c'est une très bonne question parce qu'en effet, il faut... Moi, je le répète sans cesse au cours d'échanges, le maquillage, c'est très néfaste. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas fait avec des plantes, ce n'est pas fait avec des feuilles, ce sont des produits chimiques. Donc, on peut le mettre quelques heures dans la journée pour s'embellir, mais non, il faut l'enlever. Et surtout, j'attire l'attention sur certaines personnes qui ont l'habitude de... Enfin, pas l'habitude, mais à qui ça arrive et très souvent de dormir avec du maquillage. Alors là, je tire sur les d'alarme en même temps. Il ne faut pas faire ça parce qu'effectivement, ça vieillit la peau. La peau est étouffée, elle ne respire pas. Comme je dis, on ramasse beaucoup de produits chimiques naturellement la par la pollution. pollution. Alors, si on doit rajouter une couche, effectivement, c'est très, très néfaste pour la peau. Donc oui, le maquillage, ça vieillit. Et comment le nettoyer justement? Parce que je ne pense pas que c'est juste mettre de l'eau et tout. Comment le nettoyer? Effectivement, donc après là, on rentre vraiment dans des soins du visage. Déjà, éviter les savons, faire attention. Il y en a dont le pH est trop élevé. Chez nous, les Africains, on utilise les grattoirs. Ça, c'est pas bon? Pour le visage, non, c'est agressif. Donc c'est mieux de favoriser un gant, c'est plus doux. Et après, voilà, c'est des savons, c'est des lotions. Et bon, moi, personnellement, par exemple, comme à 22 ans, pour moi, on n'a pas à faire trop de lotion. À 22 ans, on est censé être jeune, fraîche. Donc, on fait un minimum, c'est un entretien, mais on n'abuse pas. Parce qu'à 40 ans, qu'est-ce qu'on fait après? On est foutu. Donc, on n'abuse pas du maquillage et on n'abuse pas des lotions. Exact. En tout cas, à un certain âge. D'accord. À un certain âge, 22 ans. Parce que maintenant, les filles commencent dès 16 ans à clairement, des masques, à des pots de peinture. Oui, non, c'est... D'accord. Allez, on continue avec Baba. Deuxième question. Alors moi, j'ai une question. Donc le make-up, on entend beaucoup parler, on profite de la présence de Mireille, on parle de make-up, de contouring, des mots en anglais. Il y a une prolifération aussi de beaucoup de make-up artistes. Oui. Donc première question, c'est quoi le contouring? Et c'est quoi un make-up artiste par rapport aux autres make-up normaux? Je vais d'abord répondre par la deuxième question. Okay, très bien. Donc, une make-up artiste, c'est quoi par rapport à une autre maquilleuse? Une make-up artiste, disons que c'est une qualification. Parce qu'il ne faut pas oublier que le maquillage, c'est un art. C'est un art comme la peinture, comme la cuisine, c'est un art. Donc, et moi, personnellement, je l'ai toujours dit, effectivement, n'est pas un make-up artiste qui le veut. Donc, c'est des techniques, c'est des termes, c'est un monde, c'est quelque chose. C'est pas 2-3 coups de pinceau. Donc, par rapport à la question de make-up artist, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment s'appuyer sur ce sujet. Un artiste, quand même. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être compétent sur autant des maquillages de scène, sur des... qui se balade aisément dedans. Il y a plusieurs maquillages pour les pubs, pour les films d'horreur, etc. Là, on rentre dans le domaine de Pourquoi l'art. tu m'as regardé quand tu as dit film d'horreur? C'est pas ça que j'aurais regardé sur le plateau. Le contouring. Le contouring maintenant. Donc le contouring, c'est un terme américain effectivement, qui est beaucoup... c'est Kim Kardashian qui a vraiment banalisé cette technique de maquillage. Donc ça consiste en fait à creuser certaines parties du visage, à mettre en lumière d'autres parties. Et il faut savoir que c'est un effet de mode, mais le contouring n'est pas fait pour tout le monde. Et là, je vais regarder Colombe. Non, mais c'est parce que, rassure-toi, c'est à ton avantage, vu qu'elle a les traits fins déjà. Donc, comme je dis, le maquillage, c'est censé creuser. Moi, par exemple, j'ai des joues, etc. Donc, je peux user de cette technique. Et même ça, comme je disais à Khadim, ce sont des choses qu'on ne fait pas tous les jours. Ce sont vraiment des maquillages qu'on fait spécifiquement, voilà, pour une soirée, etc. Mais après, quand, par exemple, on a le visage fin comme Colombe, on peut jouer sur les zones de lumière sans forcément faire le contouring, qui consiste après à creuser certaines parties. D'accord, le contouring, c'est creuser certaines parties du visage. Creuser certaines... En fait, c'est jouer du coup avec plusieurs zones de lumière. Donc, on met du foncé, là, on veut creuser. On met du plus clair, là, on veut illuminer. Et ça transforme complètement une personne. Ça transforme les traits. Oui, ça transforme les traits. Complètement. Il y a des nez qui deviennent tout d'un coup super petits. C'est le visage en lui-même, parce que du coup, le menton, les joues, le front, le nez. D'accord. Voilà. Alors, messieurs, est-ce qu'elle a répondu correctement à vos questions? Oui, mais est-ce que nous, les hommes, on peut faire maintenant du make-up?
Non. Moi, je voudrais bien du contouring. Contouring, non. Khadim, il a été Mister Sénégal. ouais, elle a bien répondu. Ouais. Donc, après, je pense que la question de Khadim relève on aura autant d'avis que d'autres personnes à qui on pose la question. Moi, personnellement, pour moi, c'est quelque chose qui est fait pour la femme. Donc, c'est pas de mon avis de le banaliser sur les hommes. Maintenant, des fois, pour des événements assez importants, cacher quelques imperfections, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, après, comme je dis, ça relève vraiment de la vie personnelle. Mais maintenant, ça devient de plus en plus banal de voir des hommes se maquiller. Oh my God. Donc, on est d'accord avec ou on n'est pas d'accord avec. Ça reste on vous laisse y répondre, vous. Voilà. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur notre page Facebook, oui ou non, pour le make-up des hommes. Allez, merci beaucoup. Bambi, on peut l'applaudir. Elle a bien répondu, 10 sur 10. Nous sommes au terme de cette belle émission. On va terminer avec Mireille, groupe conseil. C'est ça, Mireille, oui, les groupes conseils. Ah, bah, le groupe conseil dont on entend parler un peu partout en France et en Afrique, donc forcément, on va en parler ici sur le plateau de Bienvenue chez nous. Alors Mireille, l'international, la grande dame, la femme à plusieurs casquettes, la femme qui fait tout ce qu'on ne peut pas faire. Oui. Parlez-nous de ce groupe-là. La femme dont le point d'arrivée est l'infini. L'infini. Groupe Conseil est une entreprise que j'ai créée il y a 1 an. C'est comme on l'entend, c'est conseil et stratégie d'influence en investissement étranger, dont le but effectivement est de trouver toute forme de financement, de partenariat à tout dossier de développement, toute entreprise de création, surtout à l'international. Je voudrais faire une aparté parce que effectivement, on a parlé du CRB2F et tout à l'heure vous m'avez demandé quel type de membre. Eh ben, elle en est une. Par rapport à son expertise qu'elle vient de décrire, où on voit que c'est une passion, elle est biculturelle et c'est un talent d'excellence. Et le slogan du CRB2F, c'est catalyseur des talents d'excellence. Elle est la personne personnifiée. On a tous notre place à partir du moment où on le fait avec... Exact. On a la passion. Avec la passion, où c'est un talent pour vous, et puis vous excellez, vous performez, et qu'il y a une alchimie, une interaction entre tous les membres, de manière à ce que vous puissiez vous élever. Voilà. Alors, donc, Groupe Conseil, effectivement, est une société, surtout conseil en financement. Toute recherche de financement, et puis voilà, effectivement, je suis à l'international, et sur un plan personnel, parce que souvent qu'on me demande tu es qui, explique ce que tu fais, je dirais tout simplement que j'ai grandi dans un environnement international. Sur le plan personnel, je suis fière de dire que je suis née alto-sécanaise, mais grandi, passé mon enfance alto-dionysienne. Donc je suis née dans le 92, non, dans le 75. Et je suis passée dans le 92, mais j'ai passé toute ma jeunesse jusqu'au début de mon âge adulte dans le 93, précisément. Et j'en suis très fière. À Clichy-sous-Bois, Montfermeil, les Bosquets. J'attendais pas à la DJ. Hein, donc, je vous dis ça comme ça en aparté. Donc, vous connaissez effectivement l'environnement. J'ai passé toute ma carrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'international. Donc, dans un métier à l'international, j'ai assumé des responsabilités publiques et politiques à l'international aussi. Et aujourd'hui, ma société est aussi à l'international. D'accord. Voilà. Et donc, vous vous adressez aussi bien aux grands groupes qu'aux petites entreprises. Je fais tous les statuts socio-économiques, oui, effectivement. Actuellement, et en fait, même depuis la création, je suis surtout focalisée sur l'institutionnel et l'étatique. Effectivement, là tout à l'heure, dans le cadre associatif de l'association, donc je vous ai dit qu'on a un projet. Une association est à but non lucratif, mais il faut aussi que je précise que le CRB2F, son siège social est au Luxembourg. Il n'est pas en France. Et le Luxembourg est le premier pays d'Europe à faire une telle promotion de la francophonie. Et c'est le seul pays au monde qui a baptisé une rue francophonie. Donc le siège social est au Luxembourg et il y a un bureau ici à Paris. Que dire, je perds mon... Vous parlez d'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, il y a aussi, si on parle de francophonie, il y a le droit francophone qui existe, il y a le droit international. La francophonie promeut aussi l'Erasmus francophone. C'est dans le rapport du CESE. Et toutes ces informations, on les retrouve où ? Parce que c'est vrai que malheureusement, on n'a pas
Je veux dire qu'on n'a pas accès. Vous avez accès, mais vous n'avez pas connaissance de tout ça. Qu'est-ce que à toutes les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur conseillez? Il y a beaucoup de choses, apparemment, il y a beaucoup de choses. Il y a tout. Il y a tout. En fait, la francophonie est même au-dessus d'un État. Je dirais ça aujourd'hui, je vulgariserai ça de cette manière, dans la mesure où elle a tous les strates de la société, tous les strates d'un État ou d'une administration, tout existe. Par exemple, quand vous avez la communauté africaine, la cité africaine, qui se plaint de manquements, qu'elle est discriminée ou qu'elle n'a pas tel appui, tel soutien ou tel relais, et que parfois je leur dis, mais déjà, est-ce que vous savez ce qu'est le programme Élan, qui existe depuis la création de la francophonie, qui existe depuis le traité de Versailles, de 1986 avec les chantres de la francophonie et avec le président François Mitterrand. Élan, c'est l'acronyme de École des langues Afrique nationale qui prône le bilinguisme. La francophonie a toujours prôné le bilinguisme depuis son origine. Elle a toujours prôné l'économie depuis son origine. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il faut chercher. Il faut se renseigner, il faut chercher. Maintenant, quand vous dites effectivement où se procurer les informations, c'est qu'effectivement, vous avez accès à des informations. Mais après, il y a des niveaux. Après, si vous voulez aller plus loin, effectivement, il faut se rapprocher au plus près de la source. Il faut faire la démarche. Tout à fait, exactement. Si vous restez là où vous êtes, vous allez piétiner. Si vous faites de l'entre-soi, vous n'allez pas. Donc, c'est encore toujours l'ouverture, toujours aller vers l'autre et toujours effectivement de mutualiser et de constituer un groupe. Parce que quand vous allez vers l'un, vers un tiers, vous êtes deux et ensuite la deuxième personne va vous chercher l'autre niveau d'information et ça constitue un groupe. Voilà. Merci pour ces informations très très pertinentes, très importantes. Voilà, renseignez-vous, c'est important. Est-ce que vous me permettez, parce que je vais essayer de ne pas être très loquace. Depuis bientôt 2 ans, la francophonie se développe surtout sur la francophonie économique. Sur la partie francophile, elle se développe aussi sur la partie francophile. Au niveau de la France, puisque c'est l'État où nous résidons et c'est le français dont nous parlons, la personne au niveau de l'État français qui représente la francophonie, c'est le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne, qui est secrétaire d'État aux affaires européennes, aux affaires étrangères, au développement international. Développement international est l'équivalent dans le langage du français du commerce extérieur. Et c'est aussi la personne qui représente l'État français partout en Afrique et au niveau de la francophonie. Donc, en fait, il a l'Afrique, il a l'économie, il a le commerce et tout, il a le tourisme, et voilà. Donc, il est une seule personne. Mesdames et messieurs, ça y est, nous sommes au terme de cette émission. Mireille Mollet, cette grande dame, était avec nous. Alors, merci à toute l'équipe, Baba, Radim, ainsi que Colombe. Merci bien sûr à Bambi Dramé. Alors, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, Bienvenue chez vous, à commenter, à nous donner, pourquoi pas, des avis positifs, voire même négatifs. On est accueillant, il n'y a aucun problème. Et bien sûr, restez avec nous, restez, c'est pour vous. Et on vous dit à très très bientôt. Allez, bye bye.